Après une longue journée épuisante à la clinique, je suis rentré lassé seul, espérant un moment de calme, peut-être une étreinte de mon mari, peut-être un peu de paix. Mais au moment où j'ai ouvert la porte, tout en moi s'est brisé. Mon souffle s'est coupé. Mes mains ont tremblé et je me suis effondré à la vue de ce que j'ai vu à l'intérieur. Certaines trahisons sont si profondes qu'elles sculptent des morceaux de votre âme. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que les espaces vides peuvent être remplis de quelque chose de bien plus dangereux que l'amour. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers les fenêtres de notre salon alors que je me tenais figé dans l'embrasure de la porte, mon sac médical glissant de mes doigts engourdis. Le bruit qu'il fit en tombant sur le parquet sembla résonner à jamais, mais aucun d'eux ne l'entendit. Ils étaient trop occupés à détruire tout ce que je croyais savoir de ma vie. Mon époux, François, était étalé sur notre canapé d'angle couleur crème, celui que nous avions choisi ensemble pour notre 2e anniversaire, la tête rejetée en arrière dans un plaisir évident. Au-dessus de lui, se mouvant avec un rythme expert, se trouvait ma sœur, mon propre sang. La même sœur qui m'avait tenu la main pendant mes études de médecine, qui avait été ma demoiselle d'honneur. Qui avait pleuré de joie lorsque François m'avait demandé en mariage. Les cheveux auburn de Hélène cascadaient sur son dos nu comme un feu liquide. Et pendant un moment qui s'étira dans l'éternité, je les regardais bouger ensemble dans notre maison, sur nos meubles, entourés de nos photos de mariage qui souriaient depuis la cheminée comme des témoins silencieux de cette dévastation. La clinique avait été brutale aujourd'hui. 3 heures à tenir la main de Madame Marceau pendant qu'elle recevait une nouvelle qui allait changer sa vie à jamais. Une autre heure avec la famille Henpin, à regarder leurs adolescents lutter avec un diagnostic qui allait redéfinir leur avenir tout entier. Je suis rentré à la maison épuisé. Vidé émotionnellement, ne désirant rien de plus que les bras de François autour de moi et peut-être quelques-unes des terribles blagues d'Hélène pour alléger l'atmosphère. Papa, j'ai trouvé ceci. La chevalière de François capta la lumière alors que ses mains serraient la taille d'Hélène. Les mêmes mains qui m'avaient soutenu lors des funérailles de ma mère, 6 mois auparavant. Les mêmes mains qui avaient caressé mon visage ce matin en me murmurant des promesses concernant notre prochain voyage d'anniversaire à Paris. C'est à ce moment qu'Hélène tourna la tête et que nos regards se croisèrent. Le temps s'arrêta. Le monde bascula sur son axe. Son visage devint blanc comme neige fraîche, puis écarlate. François suivit son regard, et je vis le sang se retirer de ses traits alors qu'il me voyait là, comme un fantôme dans ma propre maison. Mathilda. La voix d'Hélène sortit comme un murmure brisé. Mais je ne parlais pas, ne pouvais pas parler. Les mots étaient coincés quelque part au plus profond de ma poitrine. Emmêlés avec les morceaux de mon cœur qui étaient actuellement éparpillés sur notre tapis persan. Je me contentais de me retourner et de retraverser la porte que je venais de franchir. Mes jambes se mouvant en pilote automatique tandis que mon esprit tournait à vide. Derrière moi, j'entendis un remue-ménage frénétique, Hélène m'appelant. François jurant alors qu'il tombait apparemment du canapé. Mais je continuais de descendre notre allée pavée, passant devant les rosiers que François avait plantés pour moi le printemps dernier. Passant devant la boîte aux lettres avec nos noms peints en joyeuses lettres jaunes. Monsieur et Madame François Harrison. Je marchais jusqu'à atteindre ma voiture, me glisser derrière le volant. Et conduisis sans savoir où. Je traversais simplement notre paisible quartier de banlieue avec ses pelouses parfaites et ses clôtures de bois blanches. Passant devant l'école primaire où les enfants jouaient sur les balançoires, passant devant le café où François et moi avions eu notre premier rendez-vous il y a 5 ans. Mon téléphone vibrait sans cesse dans mon sac. SMS après SMS, appel après appel. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qu'ils venaient de tous les deux. Probablement en train d'élaborer des explications élaborées, de supplier pardon, de jurer que c'était une erreur. Mais certaines erreurs ne peuvent être pardonnées. Certaines trahisons vont trop loin pour les mots. Alors que je me garais sur le parking du vieux phare surplombant le port, notre endroit spécial où François m'avait fait sa demande. Je m'autorisais enfin à ressentir le poids total de ce que j'avais vu. Le sanglot qui s'échappa de ma gorge était cru et primal. Résonnant contre les vitres de la voiture alors que je serrais le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Il m'avait tout volé, mon mariage, ma famille, ma confiance, mon avenir. Chaque rêve que nous avions construit ensemble, chaque plan que nous avions fait, chaque moment de bonheur que nous avions partagé. Tout était maintenant souillé par leur tromperie. Mais alors que j'étais assise là, regardant les vagues se briser contre les rochers en contrebas, quelque chose d'autre commença à croître aux côtés de la douleur.
Quelque chose de froid et de calculateur qui semblait étranger mais étrangement réconfortant. Il pensait me connaître. La douce et pardonnante Mathilda. Celle qui voyait toujours le meilleur chez les gens, qui donnait une seconde chance, qui se pliait en quatre pour maintenir la paix dans la famille. La docteure dévouée qui passait ses journées à soigner les autres, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de réveiller. Je sortis mon téléphone et fis défiler les appels manqués. 15 de François, 12 d'Hélène. Leur désespoir était presque palpable à travers l'écran. Laissez-les transpirer. Laissez-les se demander. Laissez-les craindre ce qui va suivre. Parce qu'ils ne savaient pas. Personne ne savait que j'avais appris quelque chose pendant ma formation médicale qui n'avait rien à voir avec la guérison. J'avais appris les points de pression et la guerre psychologique. Comment lire les peurs les plus profondes des gens et comment exploiter leurs faiblesses avec une précision chirurgicale. J'avais appris que parfois, les blessures les plus dévastatrices sont celles qui ne saignent pas. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le port. Peignant le ciel de nuances de rouge qui me rappelaient les cheveux d'Hélène, je démarrai ma voiture et rentrai à la maison. Non pas pour pardonner ou oublier, mais pour commencer à planifier. Ils voulaient jouer avec ma vie. Soit. Mais ils étaient sur le point de découvrir que je jouais selon des règles très différentes. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires dans quel pays vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir d'où notre famille mondiale se connecte. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à apporter encore plus d'histoires de vengeance épique de la vie. Bonne écoute. 3 jours s'étaient écoulés depuis ce que j'appelais maintenant l'incident, et je n'avais parlé à aucun d'eux. Pas un mot. Mon téléphone avait finalement cessé de vibrer constamment. Bien que des SMS désespérés occasionnels arrivaient encore. J'étais descendu au Grand Hôtel d'Anjou au centre-ville, un endroit où François et moi n'étions jamais allés ensemble. L'ironie ne m'avait pas échappé que je me cachais dans ma propre ville, mais j'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour planifier. La chambre d'hôtel était devenue ma salle de guerre. Des revues médicales étalées sur le bureau à côté de mes imprimés, de relevés bancaires et de documents juridiques. J'avais toujours été organisé. C'était essentiel dans ma profession. Mais maintenant, cette compétence avait pris une tournure plus sombre. L'écran de mon ordinateur portable brillait d'onglets de recherche, d'avocats spécialisés en divorce, d'enquêteurs privés, de droit de la propriété, et de divers autres sujets qui auraient semblé anodins à n'importe qui d'autre, mais qui étaient les blocs de construction de mon plan soigneusement élaboré. Le coup à ma porte vint exactement à 14h47. Je le savais parce que je l'attendais. Mathilda, je sais que tu es là. La voix de François traversa la porte épaisse de l'hôtel, tendue et désespérée. S'il te plaît, parle-moi. Laisse-moi t'expliquer. Je restais parfaitement immobile sur le lit, mon ordinateur portable équilibré sur mes genoux. Continuant à taper des notes sur la division des actifs, les biens communs, les biens propres, comment protéger ce qui était à moi avant que la tempête ne frappe. J'ai été dans tous les hôtels de la ville. La réceptionniste d'en bas t'a reconnu d'après la photo que je lui ai montrée. Sa voix se brisa légèrement. Bébé, s'il te plaît. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Le terme affectueux qui autrefois faisait battre mon cœur maintenant me donnait la nausée. J'ai enregistré mon document et fermé l'ordinateur portable. Mais je ne me suis pas approché de la porte. Hélène m'a dit qu'elle avait tout avoué à Nathan, continua François, faisant référence au mari d'Hélène depuis 3 ans. Il l'a jetée dehors. Elle loge chez maman maintenant, elle pleure constamment. Elle dit qu'elle va devenir folle si tu ne lui parles pas. Bien, pensai-je. Laissez-la souffrir. Laissez-la comprendre ce que ça fait quand votre monde s'écroule. Mais je ne dis rien à voix haute. Mathilda, je sais que tu es en colère. Tu as toutes les raisons de l'être. Ce que tu as vu. Dieu, je ne peux pas imaginer ce que ça a ressenti, mais ce n'était pas ce que ça paraissait. J'ai presque ri à cela. La plus vieille phrase du manuel de l'époux infidèle. C'était une erreur. Une terrible erreur stupide qui est arrivée une fois. Hélène traversait des problèmes avec Nathan et elle est venue parler. Nous avons bu du vin et les choses, elles ont dégénéré. Ça ne signifiait rien. C'était juste physique, sans signification. Il rendait les choses pires à chaque mot. Je notais cliniquement.
Non seulement il m'avait trahi, mais il insultait mon intelligence en mentant à ce sujet. Ils avaient bougé ensemble avec trop de familiarité, trop de confort. Ce n'était pas une erreur unique alimentée par l'alcool et un mauvais jugement. C'était une liaison. Je t'aime, Mathilda. Toi seule. Je t'aime depuis le jour où nous nous sommes rencontrés lors de cette terrible convention médicale où le café était froid et les conférenciers ennuyeux. Et tu as fait cette blague sur le schéma anatomique à l'envers. Tu te souviens? Je me souvenais. Je me souvenais aussi qu'Hélène était à cette même convention, censée soutenir ma carrière. S'était-il rencontré là aussi? S'était-il côtoyé derrière mon dos pendant 5 ans? Les questions qui me rongeaient depuis 3 jours se sont soudainement cristallisées en un plan si parfait, si poétique que j'ai failli sourire. S'il te plaît, ouvre juste la porte. Laisse-moi voir ton visage. Laisse-moi te tenir et arranger les choses. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai tapé un seul message à François. Retrouve-moi à Marcelloès demain à 19h. Viens seul. Marcelloès était le restaurant italien où nous avions dîné pour notre premier anniversaire. Où il m'avait promis l'éternité en me nourrissant de tourtes et en me chuchotant les enfants que nous aurions un jour. Mon téléphone a immédiatement vibré avec sa réponse. Dieu merci. Oui. J'y serai. Je t'aime. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver Nathan Morrison, le futur ex-mari d'Hélène. Nous nous étions toujours bien entendus lors des réunions de famille. C'était un homme bien. Un professeur d'histoire au lycée avec un humour sec et un amour sincère pour ma sœur qu'elle n'avait apparemment jamais apprécié. Nathan, c'est Mathilda. Je sais que c'est embarrassant compte tenu de tout ce qui s'est passé, mais je me demandais si nous pouvions nous rencontrer pour prendre un café cette semaine. Je pense que nous devons parler. Sa réponse vint plus vite que je ne m'y attendais. J'espérais que tu me contacterais. Que dirais-tu de demain après-midi? Il y a des choses que tu dois savoir sur François et Hélène. Des choses qui remontent plus loin que tu ne le penses. Mon sang se glaça en lisant ces mots. Plus loin que je ne le pensais. Combien de temps cela durait-il? 15 heures au café Brewster sur la 5e rue, ai-je répondu. À tout à l'heure. Et Mathilda, je suis désolé pour tout. J'ai posé le téléphone et suis retourné à mon ordinateur portable. Mais mon esprit s'emballait. Nathan avait des informations. Des informations que je pouvais utiliser. Dehors, par la fenêtre de mon hôtel, la ville scintillait sous le soleil de l'après-midi. Inconsciente du fait qu'à la même heure demain, plusieurs vies seraient changées à jamais, y compris la mienne. Mais pour la première fois depuis que j'étais rentré chez moi il y a 3 jours. J'ai ressenti quelque chose d'autre que la douleur dévastatrice. J'ai ressenti un but. Le café Brewster bourdonnait de la foule habituelle de l'après-midi. Composé d'étudiants et de travailleurs à distance. Leur conversation créait une couverture parfaite pour ce qui allait être une discussion très révélatrice. J'avais choisi une table d'angle avec une vue claire sur les 2 entrées, une habitude que j'avais développée pendant mon internat quand j'avais appris à toujours avoir une stratégie de sortie. Nathan arriva précisément à 15 heures, semblant avoir vieilli d'une décennie depuis la dernière fois que je l'avais vu à la fête d'anniversaire d'Hélène il y a 3 mois. Ses cheveux bruns normalement soignés étaient ébouriffés, ses vêtements froissés, et des cernes sombres marquaient ses yeux. Mais ce qui me frappa le plus, ce fut la façon dont il se tenait. Comme un homme vidé de l'intérieur. Mathilda, dit-il en s'asseyant sur la chaise en face de moi. Je fus surprise par la chaleur de sa voix malgré tout. Tu as l'air bien, dis-je. Tu as l'air d'un enfer si je suis honnête. Merci, dis-je sèchement. Toi non plus tu ne resplendis pas vraiment. Il esquissa un sourire faible. Juste. Le barista s'approcha et Nathan commanda un café noir. Fais en un double, ajouta-t-il. Nous sommes restés dans un silence gênant jusqu'à ce que sa boisson arrive. Nathan enroula ses mains autour de la tasse comme si elle l'ancrait à la réalité. Combien de temps, demandai-je sans préambule. C'est compliqué. Dit Nathan en prenant une longue gorgée de café, puis en croisant mon regard. L'affaire physique? Environ 8 mois, d'après ce que j'ai pu reconstituer. Mais Mathilda? Il se pencha en avant. Baissant la voix. Ils sont impliqués émotionnellement depuis bien plus longtemps que cela. Mon estomac se serra. Combien de temps plus longtemps?
Tu te souviens de la soirée de fiançailles d'Hélène il y a 4 ans? Je hochai la tête. François et moi ne sortions que depuis 1 an à l'époque. Mais il avait été si charmant avec ma famille, aidant Hélène à planifier une fête parfaite pour elle et Nathan. François s'était porté volontaire pour tout aider, les fleurs, le lieu, le menu. Hélène était si reconnaissante. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point j'avais de la chance d'avoir un petit ami aussi attentionné. Le rire de Nathan était amer. Je pensais que c'était gentil. Le beau-frère de ma femme qui se soucie tellement de rendre sa journée spéciale. Mais ce n'était pas pour rendre sa journée spéciale, dis-je, les pièces s'assemblant. Non. C'était pour se rapprocher d'elle. J'ai trouvé leur vieux message sur le téléphone d'Hélène la semaine dernière quand je cherchais nos informations d'assurance après qu'elle soit partie. Des messages remontant à des années, Mathilda. Des compliments qui dépassaient les limites. Des blagues internes dont je ne faisais jamais partie. Des conversations nocturnes qui n'avaient rien à voir avec la planification de fête. La trahison s'approfondit à chaque mot. Pendant des années, ils avaient construit cette connexion. 4 ans. Pendant que j'étais béatement inconsciente, planifiant une vie avec un homme qui tombait lentement amoureux de ma sœur. Pourquoi tu n'as rien dit avant, demandai-je. Parce que je l'aimais. Parce que je n'arrêtais pas de me dire que j'étais paranoïaque, que les tensions étranges que je ressentais étaient juste dans ma tête. Parce que chaque fois que j'évoquais François, Hélène devenait défensive et m'accusait d'être jalouse et contrôlante. Mais tu savais au fond de toi. Oui, je savais. La façon dont elle s'animait quand ton nom apparaissait dans une conversation parce que cela signifiait que les histoires de François suivraient. La façon dont elle se portait toujours volontaire pour vous aider à déménager, à peindre votre maison, à organiser des fêtes. La façon dont elle s'habillait différemment quand elle savait qu'elle le verrait. Je repensais à toutes ces occasions, les voyant maintenant à travers ce nouveau regard horrifiant. Hélène avait été là pour tout, notre pendaison de crémaillère, les célébrations d'anniversaire de François, nos dîners d'anniversaire, toujours prête à aider, toujours si solidaire de notre relation. Se plaçant toujours exactement au milieu de nos vies. Il y a plus, continua Nathan. Le mois dernier, quand tu étais à cette conférence médicale à Chicago. Hélène m'a dit qu'elle passait une soirée entre filles avec ses amis du collège, mais j'ai passé devant votre maison vers minuit et la voiture de François était là. Sa voiture aussi. La conférence médicale. J'y présentais des recherches sur le traitement des traumatismes. Si fier que François m'ait encouragé à y aller même si cela signifiait manquer son pique-nique. Hélène m'avait envoyé des messages toute la fin de semaine me demandant mes présentations, me disant combien elle regrettait notre temps de sœur. Elle mentait tout le week-end tout en couchant avec mon mari. Je l'ai confrontée le lendemain, dit Nathan. Elle a juré que rien ne s'était passé. Qu'elle s'était juste arrêtée pour lui rendre quelque chose que tu lui avais emprunté, et qu'ils avaient fini par parler tard de problèmes de mariage. Des problèmes de mariage? Ma voix était tranchante. Nathan hocha tristement la tête. Selon Hélène, toi et François vous vous disputiez beaucoup. Tu travaillais toujours, jamais à la maison. Tu ne l'appréciais pas. Elle était juste une amie et une sœur solidaire, écoutant ses préoccupations concernant votre relation. L'audace était à couper le souffle. Ils avaient une liaison tout en me dépeignant simultanément comme le problème dans mon propre mariage. Pour mémoire, ajouta Nathan calmement. Je ne l'ai jamais cru. François semblait toujours fou de toi. Et Hélène, elle projetait. C'était nous qui avions des problèmes, principalement parce qu'elle était toujours distraite, toujours ailleurs mentalement. Même quand elle était avec moi. Je sortis mon téléphone et commençai à prendre des notes. Nathan, j'ai besoin de te demander quelque chose. D'accord. Tu veux te venger d'eux? Il resta silencieux un long moment, étudiant mon visage. Que avais-tu en tête? Je ne suis pas encore sûr, mais j'ai quelques idées qui germent. Et elles vont nécessiter que nous travaillions tous les deux. Mathilda, dit Nathan en posant sa tasse de café. Je vois quelque chose dans tes yeux en ce moment qui me fait un peu peur. Honnêtement. Qu'est-ce que tu planifies exactement? Je souris et je pouvais sentir à quel point il était froid. Rien d'illégal, rien qui ne fera de mal physiquement à personne. Mais François et Hélène nous ont pris quelque chose à tous les deux, et je pense qu'il est temps qu'ils affrontent quelques conséquences. Nathan resta silencieux un autre long moment. Alors? De quoi as-tu besoin de ma part?
des informations, des preuves, et surtout, je me penchais en avant. J'ai besoin que tu me fasses entièrement confiance. Même quand ce que je demande n'a pas de sens. Peux-tu faire ça? Il tendit sa main à travers la table. Partenaire. Je la lui serrai. Partenaire. Alors que nous échangions nos coordonnées et commencions à planifier nos prochaines étapes, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. De l'espoir. Pas pour la réconciliation ou le pardon, mais pour la justice. François et Hélène pensaient avoir été si intelligents, si prudents. Ils s'étaient probablement convaincus qu'ils étaient les victimes ici. Des amants maudits déchirés entre la passion et la loyauté. Ils n'avaient aucune idée que leur pire cauchemar ne faisait que commencer. Et il était orchestré par les deux personnes qui les connaissaient le mieux. Marcelo S. n'avait pas changé depuis notre dîner d'anniversaire il y a 2 ans. Le même éclairage tamisé, les mêmes nappes à carreaux rouges. Le même serveur âgé qui se souvenait du plat préféré de chaque client. Je suis arrivé 15 minutes en avance et me suis positionné à notre table habituelle près de la fenêtre. Regardant le reflet de François dans la vitre alors qu'il entrait dans le restaurant. Il avait l'air terrible. Ses cheveux normalement parfaits étaient négligés, sa chemise de créateur froissée. Et il se déplaçait avec la démarche incertaine d'un homme marchant dans un champ de mine. Bien. Laissez-le souffrir à chaque seconde d'incertitude. Mathilda. Dit-il en s'approchant de la table comme si j'allais m'enfuir à tout moment. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. J'ai fait un geste vers la chaise en face de moi sans parler. Laissez le silence faire son effet. Laissez-le révéler plus qu'il n'avait l'intention. François s'assit lourdement. Ses mains tremblant légèrement alors qu'il tendait la main à travers la table vers la mienne. J'ai retiré mes mains dans mon giron. Tu es belle, dit-il doucement. Tu es toujours belle. Mais ce soir, tu m'as tellement manqué. J'avais passé 1 heure à me préparer, non pas pour être belle pour lui, mais pour ressembler à la femme qu'il perdait. La robe rouge qu'il m'avait achetée pour mon anniversaire. Le collier qu'il m'avait donné pour notre mariage. Un rappel de tout ce qu'il avait jeté. Comment va Hélène, demandai-je. Ma voix neutre. François tressaillit. Mathilda, je ne veux pas parler d'eux. Comment va-t-elle, François? Il déglutit difficilement. Elle est chez ta mère. Elle est dévastée. Elle sait qu'elle a tout détruit et elle peut à peine fonctionner. Elle m'a demandé de te dire combien elle est désolée. Et toi? Es-tu désolé? Dieu, oui. Mathilda. Je suis tellement désolé. Je peux même pas respirer correctement. Ce que tu as vu? Ce qui s'est passé? C'était la plus grosse erreur de ma vie. Le même script qu'il avait débité à travers la porte de ma chambre d'hôtel. Je me demandais s'il l'avait pratiqué devant le miroir. Parle-moi de l'erreur, dis-je calmement. Quand est-ce que ça a commencé? Les yeux de François dévièrent dans le restaurant. Ce n'était pas, ça n'a commencé nulle part. C'était juste cette fois. Hélène était contrariée à cause de Nathan et elle est venue parler et nous avons bu trop de vin et les choses se sont juste passées. Première erreur. Nathan m'avait déjà parlé des 8 mois d'affaires physiques, de 4 ans de connexion émotionnelle. François mentait toujours, essayant toujours de minimiser les dégâts. Quel genre de problème Hélène avait-elle avec Nathan? Je ne sais pas, des trucs de mariage. Elle disait qu'il ne se connectait plus, qu'il ne la comprenait pas. Deuxième erreur. Nathan avait dépeint le tableau d'un homme désespéré de sauver son mariage alors qu'Hélène s'éloignait, distraite par ses sentiments pour mon mari. Notre serveur s'approcha. Mais je le fis signe de s'éloigner. Cette conversation nécessitait de la discrétion. François, dis-je, me penchant légèrement en avant. Je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises la vérité. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Il croisa mon regard, et pendant un moment. Je vis un éclair de l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Celui qui avait l'habitude d'être honnête avec moi à propos de tout. 6 semaines, dit-il enfin. Ça a commencé il y a 6 semaines quand tu travaillais ces doubles journées à l'hôpital. J'étais seule et Hélène avait des problèmes avec Nathan et nous avons commencé à parler davantage. C'était innocent au début, juste de l'amitié, mais ensuite. Troisième erreur. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler une capture d'écran que Nathan m'avait envoyée plus tôt.
Un message d'Hélène à François datant de 3 mois. Je n'arrête pas de penser à hier soir. Quand pouvons-nous être ensemble à nouveau? J'ai tourné le téléphone pour que François puisse voir l'écran. La couleur quitta son visage. D'où as-tu eu ça? Nathan a trouvé l'ancien téléphone d'Hélène dans leur unité de stockage quand il rangeait ses affaires. Elle avait apparemment oublié qu'elle avait sauvegardé ses messages dessus. Un mensonge. Mais un mensonge convaincant. Il y a des douzaines d'autres, François. Qui remontent à des mois. Dois-je te montrer celui où elle parle de combien tu es meilleur au lit que Nathan? Ou celui où vous discutez de la façon de mettre fin progressivement à vos 2 mariages? Les mains de François tremblaient visiblement. Maintenant, Mathilda, je peux expliquer. Non. J'ai rangé le téléphone. Tu ne peux pas expliquer pourquoi toi et ma sœur vous planifiez de détruire 2 mariages depuis des mois. Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu me mens au visage tous les jours en couchant avec elle. Et tu ne peux certainement pas expliquer pourquoi tu me mens encore maintenant. Je t'aime, Mathilda. Dit-il désespérément. Quoi que tu penses savoir, quoi que disent ces messages, la vérité est que je t'aime. Toi seul. Hélène était juste, elle était une échappatoire à la pression de notre mariage. Au travail, à tout. Elle ne signifie rien pour moi, mais je signifiais quelque chose pour elle, dis-je calmement. J'étais sa sœur, sa demoiselle d'honneur. La personne qu'elle appelait quand elle avait besoin de conseils ou de soutien ou juste de quelqu'un pour l'écouter. Et toi, tu étais mon mari, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de François. Je sais. Je sais à quel point j'ai tout gâché, mais Mathilda, s'il te plaît, nous pouvons régler ça. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons surmonter ça ensemble. Je ferai tout ce qu'il faut. J'ai étudié son visage, mémorisé ce moment. La desperation, la peur. La prise de conscience naissante que ces mensonges soigneusement construits s'effondraient autour de lui. D'accord, dis-je doucement. D'accord. L'espoir brillait dans ses yeux. Je suis prête à essayer, mais il doit y avoir des conditions. N'importe quoi. Demande. J'ai sorti un morceau de papier plié de mon sac. J'ai demandé à mon avocat de rédiger un accord prénuptial. Si nous voulons travailler sur notre mariage, j'ai besoin d'une certaine sécurité. François a déplié le papier. Et j'ai vu son expression changer alors qu'il lisait. L'accord était largement en ma faveur. Je conserverai la pleine propriété de mon cabinet médical, notre compte d'épargne. Et la maison que nous avions achetée ensemble. François garderait son entreprise et sa voiture, mais tout le reste serait considéré comme un bien propre à partir de maintenant. C'est assez extrême, Mathilda. Tu as détruit notre partenariat financier en commençant à coucher avec ma sœur. Si tu veux reconstruire la confiance, tu prouveras que tu es engagé à arranger les choses. François a regardé le papier pendant un long moment. Et Hélène? Qu'est-ce qu'il advient d'elle? Tu n'auras aucun contact avec elle. Jamais. Si elle vient aux événements familiaux, tu n'y assistes pas. Si elle t'appelle, raccroche. Si elle se présente à notre maison, tu appelles la police. Contact complet et total inexistant. Et si je suis d'accord avec tout ça? J'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris sa main, le laissant voir l'espoir dans mes yeux. Alors nous rentrons à la maison ce soir et nous recommençons. Une ardoise vierge. Le soulagement de François était palpable. Oui. Oui, absolument. Où dois-je signer? Je lui ai tendu un stylo et il a signé l'accord prénuptial sans lire les petits caractères. Sans remarquer la clause qui me donnait le droit de dissoudre le mariage et de tout garder s'il violait l'ordre de non-contact. Sans réaliser que je venais de me protéger légalement avant que la vraie vengeance ne commence. Je t'aime tellement, dit François en finissant de signer. Je te promets que tu ne regretteras pas ça. Je passerai chaque jour à me rattraper. Je compte sur ça, ai-je souri et lui ai serré la main. Mais alors que nous quittions Marcelo S ensemble. Le bras de François autour de mes épaules comme si rien ne s'était passé, mon esprit se dirigeait déjà vers la phase 2 de mon plan. La partie la plus difficile était terminée. J'avais mon mari exactement là où j'en avais besoin. Maintenant, c'était le tour d'Hélène. Le message texte est arrivé à 6h42. Juste au moment où je terminais mon café du matin sur notre patio arrière.
François était parti tôt pour une réunion d'affaires. M'embrassant au revoir avec ce qu'il pensait probablement être une tendresse convaincante. J'avais souri et lui avait rendu son baiser, jouant le rôle de l'épouse pardonnante à la perfection. Mathilda, s'il te plaît. Je sais que tu me détestes, mais j'ai besoin de te parler. Je deviens folle. Maman n'arrête pas de pleurer. Nathan ne me rappelle pas et François ne me regarde même pas. Tu es la seule famille qui me reste. Hélène. Pile à l'heure. J'attendais ce message depuis que Nathan m'avait dit qu'elle logeait chez notre mère. Maman avait toujours été le point d'atterrissage d'Hélène. Celle qui trouvait des excuses pour son comportement impulsif et nettoyait ses dégâts. Mais même la patience de maman avait des limites. Et apparemment, coucher avec le mari de sa sœur en franchissait plusieurs. J'ai tapé en retour, retrouve-moi au parc du Grand Pavillon à 10 heures. Près de l'étang où nous avions l'habitude de nourrir les canards quand nous étions enfants. La réponse fut immédiate. Dieu, Mathilda, merci. Je serai là. J'ai passé les 3 heures suivantes à me préparer. Pas physiquement. Cette conversation serait crue et émotionnelle, et j'avais besoin de paraître comme si j'avais pleuré. Comme si je me tenais à peine. Mais mentalement, je répétais chaque mot, chaque geste, chaque réponse possible qu'Hélène pourrait avoir. Le parc du Grand Pavillon détenait des décennies de souvenirs pour nous. Des fêtes d'anniversaire, des pique-niques en famille. D'innombrables après-midi passés à barboter dans l'étang sous le regard de maman depuis un banc voisin. Hélène m'avait appris à faire du vélo sur ces chemins. Je l'avais aidé à répéter son discours de meilleur élève sous le vieux chêne près du pavillon. Nous avions été les meilleurs amis avant qu'elle ne devienne belle et charmante pendant que je devenais studieuse et sérieuse. Avant qu'elle n'apprenne qu'elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait, y compris les choses qui m'appartenaient. Hélène était déjà là quand je suis arrivé. Assise sur notre vieux banc face à l'étang. Elle avait l'air aussi brisée que Nathan l'avait décrite, ses cheveux normalement parfaits tirés en queue de cheval en désordre, sans maquillage. Portant des vêtements qui semblaient avoir été portés toute la nuit. Ses épaules tremblaient de sanglots silencieux. Pendant un bref instant, la voyant ainsi. J'ai ressenti un écho de l'ancien instinct protecteur que j'avais autrefois pour ma petite sœur. Puis je me suis souvenu de la vue d'elle se mouvant au-dessus de mon mari dans notre salon. Et le sentiment a disparu. Mathilda, dit-elle en levant les yeux alors que j'approchais, son visage marqué de larmes. Tu es venue. Je me suis assise à côté d'elle. Laissant un espace entre nous. Assez près pour parler, assez loin pour maintenir la distance. Tu as l'air horrible, dis-je simplement. Hélène laissa échapper un son qui était à moitié un rire. À moitié un sanglot. Je me sens pire que je n'ai l'air, si c'est possible. Elle se tourna vers moi, et je pouvais voir la désespérance dans ses yeux. Mathilda. Je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu as séduit mon mari? Comment tu lui mens depuis combien de temps? Comment tu m'as menti au visage tous les jours tout en planifiant de détruire mon mariage? Ce n'était pas comme ça, dit Hélène rapidement. Ce n'était pas planifié. C'est juste arrivé. 8 mois. Le visage d'Hélène devint blanc. Comment as-tu? Nathan a trouvé tes anciens messages. Tous, dis-je. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler les captures d'écran que Nathan m'avait partagées. Veux-tu que je t'en lise quelques-uns? Peut-être celui où tu dis à François à quel point tu aimes la façon dont il prononce ton nom pendant le sexe. Ou celui où vous discutez de quels hôtels ont la meilleure intimité. Hélène enfouit son visage dans ses mains. Oh mon Dieu! Nathan a vu ça. Nathan a tout vu. Chaque mensonge que tu lui as raconté. Chaque excuse que tu as inventée. Chaque fois que tu l'as manipulé pour qu'il pense qu'il était le problème dans ton mariage. J'ai gardé ma voix calme, clinique. Il demande le divorce, au fait. Son avocat dit qu'il devrait être finalisé dans les 6 mois. Mathilda, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs terribles, mais j'ai besoin que tu comprennes. Comprendre quoi? La colère que j'avais soigneusement contrôlée a finalement transpercé ma voix. Comprendre comment ma propre sœur a décidé de détruire systématiquement ma vie? Comprendre comment tu as prétendu te soucier de mon mariage tout en le sabotant de l'intérieur. Je ne voulais pas que ça arrive, dit Hélène, sa voix montant à un niveau proche de l'hystérie.
Je suis venu te voir et François pour de l'aide quand Nathan et moi avons commencé à avoir des problèmes. Tu travaillais toujours, alors François était celui qui m'écoutait. Qui me faisait sentir que j'avais de l'importance. C'est devenu de l'amitié, mais ensuite tu as décidé que tu le voulais pour toi. Je suis tombée amoureuse de lui, murmura Hélène. J'ai essayé de me battre, d'essayer de rester à l'écart, mais Mathilda, je n'ai jamais rien ressenti de tel pour François. Il me comprend d'une manière que Nathan n'a jamais fait. L'audace était stupéfiante. Elle me demandait de sympathiser avec sa grande histoire d'amour. Une histoire d'amour qui mettait en vedette mon mari. Et moi ? Demandai-je calmement. As-tu pensé à moi du tout pendant que tu tombais amoureuse de François ? Les larmes d'Hélène venaient plus fort maintenant. Chaque jour, Dieu, Mathilda, penser à toi est une torture. Je me détestais pour ce que je ressentais, pour ce que nous faisions, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai essayé d'y mettre fin tant de fois, mais François, il ressentait la même chose pour moi. Alors, tu as décidé que j'étais le problème. J'étais l'obstacle qui se dressait sur le chemin de votre bonheur. Non. Tu t'es dit que peut-être toi et François n'étiez pas vraiment faits l'un pour l'autre. Vous êtes si différents. Tu es sérieuse et concentrée sur ta carrière. Et il est plus spontané et émotionnel. J'ai pensé que peut-être que tu serais plus heureuse avec quelqu'un qui comprendrait mieux tes priorités. Comme c'est pratique. Tu obtiens mon mari et je suis consolée avec l'idée que je méritais mieux. De toute façon, Mathilda, j'essaie d'être honnête avec toi sur ce que je ressentais. Sur la façon dont je justifiais ce que je faisais. Je sais que c'était mal. Je sais que je t'ai blessé de la pire façon possible, mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu te blesser. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Hélène, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Tu ne m'as pas juste blessé. Tu ne m'as pas juste trahi. Tu as systématiquement démantelé ma vie tout en prétendant être ma sœur aimante. Tu as manipulé François. Tu as menti à Nathan. Tu as trompé toute notre famille. Et maintenant tu es assise ici à me demander de comprendre et de me pardonner parce que tu es tombée amoureuse. Je ne demande pas pardon, dit Hélène rapidement. Je sais que je ne le mérite pas. Je demande juste une chance de rectifier les choses d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de rectification possible. Le visage d'Hélène se déforma. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Je perds tout le monde ? Mon mariage, ma sœur, ma famille ? Je perds tout parce que j'ai fait une seule erreur terrible ? J'ai presque ri à son choix de mots. Une erreur. Comme si 8 mois de tromperie calculée pouvaient être réduits à un seul moment de mauvais jugement. Voici ce qui va se passer, dis-je. Ma voix prenant le ton que j'utilisais avec les patients difficiles. Tu vas rester complètement à l'écart de François. Pas d'appel, pas de texto, pas de te présenter à son bureau ou chez nous. Si tu le vois lors d'événements familiaux, tu fais comme s'il n'existait pas. Mathilda, je n'ai pas fini. Tu vas suivre une thérapie. Une vraie thérapie. Pas juste quelqu'un pour valider tes sentiments. Tu vas comprendre pourquoi tu pensais qu'il était acceptable de détruire le mariage de ta sœur. Et tu vas travailler à devenir le genre de personne qui ne ferait jamais une chose pareille. Hélène hocha la tête avec empressement. Oui, absolument. Je ferai tout ce que tu veux. Et enfin. Tu vas attendre. Tu vas attendre pendant que François et moi décidons si notre mariage peut survivre à ce que vous avez fait. Tu n'auras pas le résultat. Tu n'auras pas de mise à jour. Tu n'auras pas à interférer ou à offrir des opinions ou à essayer de régler les choses. Tu attends et tu espères que, peut-être un jour, des années plus tard, je pourrai te regarder sans voir la pire trahison de ma vie. Combien de temps ? Murmura Hélène. Je ne sais pas. Peut-être pour toujours. Nous nous sommes assis en silence pendant plusieurs minutes, regardant les canards glisser sur l'étang. Finalement, Hélène parla. Pour ce que ça vaut, François t'a choisi. Quand tu es rentré ce jour-là et que tu nous as attrapés, il a été clair que c'était fini entre nous. Il a dit qu'il était confus, qu'il t'aimait et qu'il voulait sauver votre mariage. Il m'a brisé le cœur pour essayer de sauver le tien. François m'avait dit que l'affaire était sans importance, juste physique. Mais selon Hélène, il était confus quant à ses sentiments. Ce qui suggérait quelque chose de plus profond. Un autre mensonge de mon mari aimant.
Hélène, dis-je en me levant pour partir. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Cette conversation, cette tentative de réconciliation. Ce n'est pas pour toi. C'est pour moi. J'avais besoin de te regarder dans les yeux et de t'entendre essayer de justifier ce que tu as fait. J'avais besoin de voir s'il restait une partie de ma sœur en toi, ou si tu étais complètement devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Sa voix était à peine audible. J'ai eu ma réponse. Je me suis éloigné sans regarder en arrière, laissant Hélène seule sur le banc où nous avions passé tant d'après-midi heureux pendant notre enfance. Derrière moi. Je pouvais entendre ses sanglots, mais je n'ai ressenti aucune envie de la réconforter. La phase 2 était terminée. Hélène était isolée, rongée par la culpabilité. Et complètement coupée de François. Maintenant, elle s'assoirait dans cette misère, se demandant si elle avait tout perdu pour un homme qui avait choisi sa femme plutôt qu'elle à la fin. Mais le véritable chef-d'œuvre était encore à venir. Parce que pendant qu'Hélène pensait que François m'avait choisi, et pendant que François pensait que j'étais prête à reconstruire notre mariage. Aucun d'eux ne comprenait la vraie nature de mon plan. Ils allaient tous deux apprendre que certains jeux ont des règles que seule une joueuse connaît. 3 semaines après notre réconciliation. François s'était installé dans le rôle de mari repentant avec une dévotion surprenante. Il m'apportait du café au lit tous les matins, laissait des mots d'amour dans mon sac médical. Et organisait des dîners romantiques qui ressemblaient à des excuses élaborées. Pour quiconque regardait, nous ressemblions à un couple qui surmontait ses problèmes avec maturité et engagement. La performance était épuisante. Dr Morrison, ma nurse, Angela, a pointé la tête dans mon bureau où je révisais les dossiers des patients. Votre mari est là avec des fleurs. Dois-je le faire entrer? J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 14h30, pile à l'heure. François venait me surprendre au travail tous les quelques jours. Toujours avec un grand geste conçu pour montrer à mes collègues à quel point il était dévoué à faire fonctionner notre mariage. Faites-le entrer, dis-je rapidement. Minimisant la fenêtre du navigateur où j'avais recherché le droit de la propriété. François est entré, portant un bouquet de roses blanches. Mes préférés supposés. Bien que j'ai toujours préféré les marges. Il avait oublié tant de petits détails à mon sujet au fil des ans, trop occupé à prêter attention aux préférences d'Hélène à la place. Salut, beauté. Dit-il en se penchant pour embrasser ma joue, et j'ai dû me forcer à ne pas reculer. J'étais dans le quartier et j'ai pensé que tu aurais peut-être besoin d'être réconfortée après cette affaire difficile ce matin. Madame Marceau. Le rendez-vous de suivi. François avait en fait écouté quand j'en avais parlé au petit déjeuner, ce qui était plus d'attention qu'il n'en avait accordé à mon travail depuis des mois. Ils sont charmants? Dis-je en acceptant les fleurs. Mais tu n'avais pas besoin de traverser la ville juste pour ça. Je voulais. Je veux te montrer chaque jour à quel point tu comptes pour moi. Sa voix portait ce ton sincère que j'avais autrefois trouvé attachant et que je reconnaissais maintenant comme de la manipulation. De plus, j'ai des nouvelles. Oh. François s'assit sur une chaise, s'installant comme s'il avait l'intention de rester un moment. J'ai reçu un appel du groupe Morrison. Ils veulent m'offrir un poste de partenaire dans leur bureau de Seattle. Mon sang se glaça, mais j'ai gardé mon expression neutre. Seattle, c'est un sacré déménagement. Ce serait parfait pour nous, Mathilda. Un nouveau départ, loin de tous les souvenirs et complications d'ici. Nous pourrions acheter une maison au bord de l'eau et tu pourrais trouver un poste dans l'un des hôpitaux là-bas. Peut-être même prendre du temps pour te concentrer sur notre famille. Notre famille. Nous parlions d'enfants depuis des années, mais j'avais toujours voulu attendre que mon cabinet soit plus établi. Maintenant. Je comprenais pourquoi François était soudainement devenu si enthousiaste à l'idée. Cela me lierait à lui de manière permanente et lui donnerait une excuse pour nous éloigner d'Hélène. Cela semble être une merveilleuse opportunité, dis-je prudemment. Quand cela commencerait-il? Il voudrait que je sois là d'ici la fin du mois prochain. Je sais que c'est rapide. Mais Mathilda, cela pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. Une chance de reconstruire quelque part de nouveau. Juste nous deux. Juste nous deux. Pas d'Hélène, pas de Nathan. Aucun rappel de sa trahison. François avait trouvé la solution parfaite. Éliminer toutes les preuves de sa liaison et recommencer avec une épouse qui avait déjà prouvé qu'elle était prête à lui pardonner. Je vais y penser, dis-je.
Le visage de François tomba légèrement. J'espérais que tu serais plus excité. C'est une opportunité énorme pour ma carrière et cela résoudrait tellement de nos problèmes. Nos problèmes? Je posai mon stylo et le regardai directement. Je pensais que nous étions en train de régler nos problèmes ici. Nous le sommes. Mais François passa sa main dans ses cheveux. Un geste nerveux que j'avais appris à reconnaître. C'est difficile, Mathilda, d'être dans la même ville qu'Hélène, sachant qu'elle souffre à cause de ce qui s'est passé entre nous. Je vois parfois sa voiture quand je conduis en ville, et je me sens mal à l'idée de la douleur que je lui ai causée. C'était la vérité qui s'échappait malgré sa façade prudente. François ne voulait pas déménager à Seattle pour notre mariage. Il voulait échapper à la culpabilité de voir Hélène souffrir. Tu te sens mal à l'idée de la douleur que tu lui as causée. Répétai-je lentement. Oui, mon cœur. Je veux dire, je me sens mal à l'idée de la douleur que j'ai causée à tout le monde. François se pencha en avant, tendant les mains vers les miennes. Mais surtout à toi. Tu es celle que j'ai le plus blessée, et tu es celle que j'aime. C'est pourquoi ce déménagement serait si bon pour nous. Je le laissai prendre mes mains. Notant comment son toucher n'envoyait plus aucune vibration d'attirance à travers moi. François, puis-je te demander quelque chose? N'importe quoi. Quand tu étais avec Hélène. As-tu jamais pensé à me quitter pour elle? La question le prit au dépourvu. Je regardais la composure soignée glisser de ses traits alors qu'il luttait pour trouver la bonne réponse. Ce n'est pas important maintenant, dit-il enfin. C'est important pour moi. François resta silencieux un long moment, ses pouces traçant des cercles sur mes jointures. Il y a eu des moments où j'étais confus quant à mes sentiments. Hélène et moi nous connexions d'une manière qui semblait intense, mais je n'ai jamais sérieusement envisagé de te quitter. Notre mariage, notre vie ensemble, cela a toujours signifié plus pour moi que tout ce que je ressentais pour elle. Un autre mensonge. Nathan m'avait montré des messages où François et Hélène discutaient de leur avenir ensemble. Y compris des plans détaillés sur la façon de se séparer progressivement de leur conjoint sans causer trop de drame. Et maintenant, dis-je. Est-ce que tu ressens encore des sentiments pour elle? Non, la réponse de François vint trop vite. Ce que je ressentais pour Hélène était de l'infatuation. Peut-être une sorte de crise de la quarantaine. Mais ce que je ressens pour toi, c'est le véritable amour. Le genre qui dure. J'ai retiré mes mains et je me suis levé. Me déplaçant vers la fenêtre où je pouvais regarder le parking. La BMW de François était garée à côté de ma Honda. Semblant élégante et chère et complètement déplacée parmi les voitures modestes que conduisaient mes patients. J'ai besoin de temps pour réfléchir à Seattle, dis-je sans me retourner. Bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. François se leva et se plaça derrière moi, ses mains se posant sur mes épaules. Je veux juste que tu saches que peu importe où nous allons. Quoi que nous fassions, ma priorité est de te faire confiance à nouveau. Je me suis appuyé contre lui, le laissant penser que j'acceptais son réconfort. Je sais, murmurai-je. Mais alors que François me tenait, aucun de nous ne parlant, je calculais les échéances et les possibilités. Seattle compliquerait considérablement mes plans, mais cela ne les ferait pas dérailler. Si quoi que ce soit, la désespération de François à échapper aux conséquences de ses actes rendrait la phase finale encore plus dévastatrice. Après le départ de François, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Nathan. Mathilda, comment se passe la performance? Il veut nous déménager à Seattle. Nouveau travail, nouveau départ, tout le package. Nathan resta silencieux un moment. C'est en fait parfait. Comment ça? Parce qu'Hélène parle de le suivre. Elle est convaincue que si elle peut juste avoir François seul, loin de toi et de toute la culpabilité, elle pourra le reconquérir. Elle t'a dit ça? Elle me laisse des messages vocaux pour me convaincre de l'aider à récupérer François pour que nous puissions tous les deux passer à nos vies respectives. Apparemment, elle a recherché des opportunités d'emploi à Seattle. J'ai souri, bien que Nathan ne puisse pas le voir. Intéressant. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que c'est une délirante. Si elle pense que je vais l'aider à courir après ton mari, alors Mathilda, si elle te suit à Seattle, alors elle tombera droit dans mes mains. Je finis. Nathan. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Ça va sembler étrange, mais fais-moi confiance.
Qu'est-ce que tu as besoin? J'ai besoin que tu l'encourages. Excuse-moi. Dis à Hélène que peut-être elle a raison. Peut-être que François ne m'a choisi que parce que je les ai attrapés. Et peut-être que si elle pouvait l'avoir seule quelque part de nouveau, elle aurait une vraie chance avec lui. Fais-lui croire que nous suivre à Seattle est sa meilleure chance de bonheur. Nathan resta silencieux si longtemps que je pensais que l'appel avait été coupé. Finalement, Mathilda, qu'est-ce que tu planifies exactement? La justice, dis-je simplement, pour nous deux. Ce soir-là, j'ai trouvé François dans son bureau. Son ordinateur portable ouvert, probablement en train de rechercher des quartiers de Seattle. Il leva les yeux quand j'entrai, l'espoir illuminant ses traits. J'ai réfléchi à ton offre d'emploi. Dis-je, m'asseyant sur la chaise en face de son bureau. Et je pense que tu as raison. Un nouveau départ pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. J'ai regardé le soulagement inonder son visage. Quand devons-nous leur répondre? François était autour du bureau et me tirait dans ses bras avant que je ne puisse cligner des yeux. Vraiment? Tu veux dire ça? Je veux dire ça, dis-je, me laissant être tenu. Mais j'ai une condition. Nomme-la. Je veux que nous renouvelions nos vœux de mariage avant de déménager. Quelque chose de petit et privé, juste nous et quelques membres de la famille proche. Je veux nous réengager publiquement dans notre mariage avant de commencer ce nouveau chapitre. François recula pour me regarder, ses yeux brillants de larmes non versées. Mathilda. C'est parfait. Oui, absolument. Oui. Bien, dis-je, levant la main pour toucher son visage. Parce que je veux que tout le monde voie à quel point nous nous aimons. Je veux qu'il soit témoin de notre engagement à faire fonctionner les choses. Ce que je n'ai pas dit à François, c'est que je voulais aussi que tout le monde soit témoin de ce qui arriverait quand cet engagement serait inévitablement rompu. Parce que la phase 3 de mon plan était sur le point de commencer. Et nécessitait un public. Le matin de la cérémonie apparut clair et ensoleillé, le genre de belle journée de printemps qui faisait ressembler tout à un conte de fées. François s'était levé depuis l'aube, une énergie nerveuse émanant de lui alors qu'il vérifiait chaque détail. Les fleurs sont arrivées il y a 1 heure, annonça-t-il, m'apportant du café au lit. Elles sont parfaites. Tout est parfait. Je me suis assise, acceptant la tasse et étudiant son visage. Il avait l'air sincèrement heureux pour la première fois depuis des mois, comme un homme qui avait reçu une seconde chance inattendue au paradis. As-tu peur? Demandai-je, terrifié. Admit François, s'asseyant sur le bord du lit. Et si je gâchais mes vœux? Et si les gens pensaient que tout ça n'était que pour la galerie? Et si? Je l'ai fait taire d'un baiser. Goûtant la désespérance sous son anxiété. François, aujourd'hui, c'est nous, notre engagement l'un envers l'autre. Rien d'autre n'a d'importance. Je t'aime tellement? Murmura-t-il contre mes lèvres. Je passerai le reste de ma vie à te le prouver. Je sais que tu le feras, dis-je doucement. Et il le ferait, juste pas de la manière qu'il imaginait. 3 heures plus tard, je me tenais dans la suite nuptiale au jardin de la rivière, le même lieu où nous avions célébré notre mariage original il y a 5 ans. Ma mère volait autour de moi, ajustant ma robe et bavardant nerveusement de la liste des invités. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies invité Hélène, dit-elle pour la 3e fois. Après ce qu'elle a fait. C'est ma sœur, maman, et elle se fait aider. Le docteur Hendricks dit. Le docteur Hendricks a beau dire ce qu'il veut. Cette fille a détruit ton mariage et failli ruiner toute notre famille. Le fait que tu pardonnes assez pour l'inclure aujourd'hui montre à quel point tu es plus grande qu'elle. Par la fenêtre, je pouvais voir les invités arriver. Les parents de François. Distingués et légèrement mal à l'aise. Mes collègues de l'hôpital, vêtus de leurs plus beaux habits et probablement en train de commérer sur les circonstances qui avaient conduit à ce renouvellement. Quelques voisins qui avaient été amis avec les 2 couples et qui étaient sans aucun doute curieux du drame. Et là, sortant d'un taxi dans une robe bleu marine qui épousait parfaitement ses courbes, se trouvait Hélène. Elle était belle comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent chez elle aujourd'hui. Une détermination dans ses épaules, une précision calculée dans ses mouvements. Ce n'était pas la femme brisée et repentante qui avait pleuré au bord de l'étang il y a 3 semaines. C'était une femme avec un plan, ce qui était parfait car je l'étais aussi. Il est temps, annonça Angela depuis l'embrasure de la porte.
La cérémonie est sur le point de commencer. J'ai jeté un dernier regard dans le miroir, lissant la soie de ma robe blanche. Pas une robe de mariée, mais quelque chose d'élégant et de symbolique. La femme qui me regardait était calme, composée, prête pour ce qui allait arriver. Allons-y, dis-je. Alors que nous marchions vers l'espace de cérémonie, j'ai aperçu François debout près de l'autel, beau dans son costume sombre, ressemblant au rêve de toute femme pour le mari parfait. Le même homme qui m'avait soutenu pendant la maladie de ma mère, qui avait encouragé ma carrière, qui m'avait promis l'éternité un jour semblable à celui-ci il y a 5 ans. Le même homme qui avait prévu de me quitter pour ma sœur tout en prétendant travailler sur notre mariage. L'officiant, un ami de la famille qui nous connaissait depuis des années. Sourit chaleureusement alors que j'approchais. Cher bien-aimé. Nous sommes réunis aujourd'hui pour être témoins de François et Mathilda alors qu'ils renouvellent leurs vœux de mariage et se réengagent dans leur union sacrée. J'ai trouvé Hélène dans la petite foule, assise au 3e rang, les larmes coulant déjà sur son visage. Elle regardait François avec un désir évident, imaginant probablement se voir à ma place. Probablement convaincue qu'après la cérémonie, elle trouverait un moyen de le mettre à l'écart et de lui avouer son amour une fois de plus. François prit mes mains. Sa voix forte et claire alors qu'il commençait les vœux que nous avions écrits ensemble. Mathilda, il y a 5 ans, j'ai promis de t'aimer dans le meilleur et dans le pire. Dans la maladie et dans la santé, dans la richesse et dans la pauvreté. J'ai rompu ces promesses et je t'ai blessé d'une manière que les mots ne peuvent exprimer. Mais aujourd'hui, debout ici devant notre famille et nos amis, je veux refaire ces promesses avec une compréhension plus profonde de ce qu'elles signifient. De beaux mots, soigneusement choisis, chargés d'émotions. Conçus pour convaincre tous les présents que François Harrison était un homme changé qui avait appris de ses erreurs. Si seulement il savait ce que j'avais appris sur ses erreurs. Si seulement il savait ce qui allait suivre. Alors que François terminait ses vœux et que l'officiant se tournait vers moi, j'ai croisé le regard de Nathan au fond de la salle. Il me donna un signe de tête presque imperceptible. Tout était en place. Mathilda a doucement incité l'officiant. Tes vœux. Je me suis tourné pour faire face à François. Regardant profondément dans ses yeux alors que je commençais à parler. François, dis-je, ma voix portant clairement à travers les invités assemblés. Il y a 5 ans. J'ai épousé un homme que je pensais connaître parfaitement. Un homme en qui j'avais confiance avec mon cœur, mon avenir, et mes secrets les plus profonds. François sourit. Pensant savoir où cela allait mener. Tu n'avais aucune idée. Je croyais en nous, continuai-je, sans rompre le contact visuel avec François. Je croyais aux promesses que nous avions faites. À la vie que nous construisions ensemble, à l'amour que nous partagions, même quand les choses devenaient difficiles, même quand nous nous séparions. Je n'ai jamais douté que nous nous engagions à surmonter nos problèmes ensemble. Le sourire de François vacilla légèrement. Cela ne correspondait pas aux vœux que nous avions répétés. Mes 5 ans de mariage m'ont appris quelque chose d'important sur la confiance, dis-je, ma voix toujours calme et claire. Cela m'a appris que la confiance. Ce n'est pas seulement croire quelqu'un quand il te dit qu'il t'aime. C'est croire qu'il te respectera suffisamment pour te dire la vérité, même quand la vérité est douloureuse. Un murmure parcourut la foule. Ce n'était certainement pas une cérémonie de renouvellement traditionnelle. François, je veux renouveler mes vœux avec toi aujourd'hui. Mais je veux les baser sur la vérité plutôt que sur le fantasme. Alors, laisse-moi te dire ce que j'ai appris sur notre mariage ces dernières semaines. Le visage de François était devenu pâle. Mathilda, qu'est-ce que tu... J'ai appris que tu as eu une liaison avec ma sœur Hélène pendant 8 mois, dis-je, ma voix restant stable, conversationnelle, comme si je discutais de la météo. J'ai appris que tu avais prévu de me quitter pour elle et que vous vous manipuliez tous les deux vos conjoints respectifs pour que cette transition soit aussi douce que possible. Des exclamations et des murmures retentirent dans l'audience. La mère de François fit un son comme si elle avait été frappée. Hélène se leva d'un bond, le visage blanc de panique. Mathilda. Arrête, dit François désespérément. Ce n'est ni le moment ni le lieu. En fait, c'est le moment et le lieu parfait, dis-je, me tournant enfin pour m'adresser à nos invités. Parce que vous êtes tous ici, croyant que François et moi avons surmonté nos problèmes, que nous nous sommes pardonnés et avons avancé. Vous êtes ici pour célébrer notre engagement renouvelé envers l'honnêteté et la confiance. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai tenu en l'air. Nathan, veux-tu me rejoindre ici, s'il te plaît ?
Nathan se leva du fond de la salle et s'avança vers l'autel, son expression sombre mais déterminée. Plusieurs invités le reconnurent comme le mari d'Hélène et commencèrent à chuchoter plus urgemment. Nathan a été très utile pour documenter la vraie nature de la relation de François et Hélène. Continuez-je. Montre-leur, Nathan. Nathan connecta son téléphone au système sonore du lieu, un détail que nous avions arrangé à l'avance. La première image qui apparut sur le grand écran derrière l'autel était un fil de discussion entre François et Hélène. Daté de 6 semaines auparavant. François. Je ne peux pas continuer à faire semblant avec Mathilda. Chaque jour ressemble à un mensonge. Hélène. Je sais, bébé. Mais nous devons être intelligents à ce sujet. Nathan est déjà méfiant. Et si Mathilda le découvre avant que nous soyons prêts? François. Prêt pour quoi? Détruire 2 mariages? Démolir ta famille? Hélène. Prêt à être ensemble? Vraiment ensemble? N'est-ce pas ce que nous voulons tous les deux? Les messages continuaient. Montrant François et Hélène planifiant leur avenir tout en discutant de la façon de mettre fin progressivement à leur mariage respectif. Réservation d'hôtel, recherche d'appartements à Seattle. Calendrier détaillé pour mettre fin aux 2 mariages. François bondit pour attraper le téléphone de Nathan, mais je l'ai attrapé par le bras. Laisse-les tout voir, François. Laisse-les voir à quoi ressemblait vraiment notre mariage pendant que tu planifiais ta stratégie de sortie. C'est insensé, cria Hélène depuis le public. Mathilda. Tu es en train de faire une crise. François, ce n'est pas le moment ni le lieu, dit Franklin désespérément. En fait, c'est le moment et le lieu parfait, dis-je. Signalant à Nathan de passer au message suivant. Parce que tu ne t'es pas contenté d'avoir une liaison, Hélène. Tu as systématiquement détruit ton mariage avec moi et celui de Mathilda en mentant. En manipulant et en trahissant tous ceux qui te faisaient confiance. Les nouvelles images montraient les recherches d'Hélène sur l'emploi du temps de Mathilda. Les voyages d'affaires de François et les rendez-vous de thérapie de Nathan. Elle avait suivi les mouvements de chacun pour créer des opportunités pour sa liaison tout en minimisant le risque de découverte. Tu nous as étudiés, dis-je, regardant Hélène avec dégoût. Tu as étudié nos vies comme un prédateur étudie ses proies, cherchant les faiblesses que tu pouvais exploiter. Ce n'est pas. Commença Hélène. Tu as convaincu Nathan qu'il imaginait les choses quand il suspectait la liaison. Tu lui disais qu'il avait besoin de thérapie pour sa paranoïa pendant que tu couchais avec mon mari dans notre lit. Tu l'as fait remettre en question sa propre santé mentale pour protéger tes mensonges. Nathan s'avança, sa voix portant à travers la salle silencieuse. Hélène me disait que je devenais contrôlant et jaloux. Elle m'a convaincu de commencer à prendre des médicaments contre l'anxiété parce que mes soupçons infondés nuisaient à notre mariage. Elle m'a fait croire que j'étais le problème pendant qu'elle prévoyait de me quitter pour François. La cruauté était stupéfiante, et je pouvais la voir se refléter sur les visages de nos invités. Ce n'était pas un simple cas de 2 personnes tombant amoureuses malgré leurs circonstances. C'était une guerre psychologique menée contre les personnes qui les avaient aimées et fait confiance le plus. Alors, non, dis-je, retirant ma bague de mariage et la posant sur l'autel. Je ne vais pas renouveler mes vœux aujourd'hui. Je ne vais pas déménager à Seattle. Et je ne vais pas prétendre que ce mariage peut être sauvé par un homme qui n'a jamais eu l'intention de le sauver. François se tenait là, l'air perdu et désespéré. Probablement en train d'essayer de calculer s'il y avait un moyen de retourner la situation à son avantage. Hélène s'était affaissée sur une chaise voisine. Son visage enfoui dans ses mains alors que toute l'étendue de leur exposition s'installait. Une chose de plus, ajoutai-je, en sortant une enveloppe en manille. François. Ce sont les papiers du divorce. Je dépose pour adultère. Et grâce à l'accord prénuptial que tu as signé, je garde la maison, le cabinet, et la plupart de nos économies. Tu peux garder ton entreprise et ta voiture, et tu es le bienvenu pour commencer ta nouvelle vie avec Hélène en utilisant ce qui reste. Je lui ai tendu les papiers. Puis je me suis tourné pour m'adresser à la foule une dernière fois. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas la cérémonie que vous attendiez. Mais j'espère qu'elle a été instructive. Il y a du champagne et du gâteau dans le salon de réception si quelqu'un souhaite rester. Considérez cela comme une célébration de la vérité, de la justice. Et de la fin d'un mariage qui aurait dû se terminer il y a des mois. Alors que je descendais l'allée, laissant François seul à l'hôtel.
J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. De la liberté. Le poids du prétexte, de la performance. D'essayer de sauver quelque chose qui n'avait jamais valu la peine d'être sauvé, s'est levé de mes épaules. Derrière moi. J'ai pu entendre le chaos éclater alors que les invités assimilaient ce dont ils avaient été témoins. Conversation choquée, accusation en colère, le son de quelqu'un qui sanglotait. Probablement Hélène. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'avais un dernier arrêt à faire avant que ce ne soit vraiment terminé. J'ai trouvé Hélène dans le parking 20 minutes plus tard. Appuyée contre sa voiture et sanglotant dans son téléphone. Elle parlait à quelqu'un sur un ton de supplication désespérée. Probablement en essayant de trouver un ami ou un membre de sa famille qui la réconforterait après ce qui venait de se passer. Elle a terminé l'appel quand elle m'a vu approcher. « Mathilda » dit-elle, essuyant ses larmes. « Je sais que tu me détestes en ce moment, mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » « Il n'y a rien à expliquer, dis-je calmement. Tout est à découvert maintenant. Tout le monde sait ce que toi et François avez fait, comment vous l'avez fait, et combien de temps vous l'avez planifié. Il n'y a plus de secret à garder. » Hélène s'est redressée et j'ai vu un éclair de colère remplacer les larmes dans ses yeux. « Tu nous as humiliés devant tout le monde. Tu aurais pu gérer ça en privé, mais au lieu de ça. Tu as choisi de nous détruire publiquement. J'ai choisi de dire la vérité publiquement. Si cela t'a détruite, c'est parce que tes actions étaient destructrices. Pas parce que ma révélation était inappropriée. François m'aime, dit Hélène désespérément. Je sais que tu as montré ces messages, mais tu ne comprends pas le contexte. Nous essayons de faire la bonne chose, d'essayer de mettre fin à nos mariages sans blesser personne. En mentant à tout le monde impliqué pendant 8 mois, en étant prudent. En s'assurant que Nathan et toi iriez bien avant que nous prenions des décisions définitives. L'illusion était si complète qu'elle en était presque impressionnante. Hélène s'était convaincue que sa tromperie élaborée avait été un acte de gentillesse plutôt qu'une manipulation. « Hélène, dis-je doucement, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. François ne t'aime pas. Si, il m'aime. Tu as vu les messages. J'ai vu les messages d'un homme qui gardait ses options ouvertes. François n'allait jamais me quitter pour toi. Il allait t'utiliser aussi longtemps que ce serait pratique, puis trouver un moyen de nous garder toutes les deux dans sa vie. » Hélène secoua violemment la tête. « Ce n'est pas vrai. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il a dit que j'étais celle qu'il voulait. Il t'a dit ce que tu avais besoin d'entendre pour continuer à coucher avec lui. Tout comme il m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre pour continuer à le soutenir financièrement et socialement. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler un fil de discussion que je n'avais pas montré aux invités du mariage. Veux-tu voir ce que François pense vraiment de toi? Les messages étaient entre François et son partenaire commercial. Datés de 2 semaines auparavant. Marcus, comment est la situation avec ta femme et sa sœur? François. Compliqué. Mathilda est étonnamment pardonnante, ce qui est excellent pour mon image et mes finances. Hélène est convaincue que je vais quitter Mathilda pour elle, ce qui la maintient silencieuse sur la liaison. Marcus. Et qu'est-ce que tu vas faire en réalité, François? Jouer intelligemment. Garder Mathilda heureuse jusqu'à ce que le truc de Seattle soit réglé, puis écarter Hélène progressivement. Je ne peux pas me permettre un divorce compliqué pour l'instant, et Hélène est trop instable pour une relation sérieuse de toute façon. Marcus. Homme froid. François. Pratique. Mathilda est un meilleur investissement à long terme. Carrière établie, famille, argent, relations sociales. Hélène est super pour le plaisir, mais elle n'est pas du genre épouse. Hélène lut les messages 2 fois, son visage devenant plus pâle à chaque mot. Il a dit que je n'étais pas du genre épouse. Il a dit que j'étais instable et pas un bon investissement à long terme. Il prévoyait d'utiliser notre réconciliation pour garantir son avenir financier. Puis de te larguer une fois qu'il n'aurait plus besoin de toi pour rester silencieuse. Hélène s'affaissa contre sa voiture, la pleine réalité la frappant enfin. Mais il m'a promis. Il a dit que nous serions ensemble à Seattle. Il t'a menti tout comme il m'a menti. La différence, c'est que je l'ai découvert avant de détruire complètement ma vie. Pendant plusieurs minutes. Nous sommes restés en silence. Hélène traitait l'ampleur de sa situation pendant que je regardais son monde s'effondrer en temps réel. Alors,
Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle finalement. Maintenant, tu affrontes les conséquences de tes choix. Nathan demande le divorce. François essaiera probablement de tout te rejeter pour sauver sa réputation. Ta famille sait ce que tu as fait. Tes amis étaient à cette cérémonie et ont vu les preuves. Tu vas devoir reconstruire toute ta vie à partir de zéro. Et toi? Dis-je en levant les yeux vers elle avec des yeux rougis. Tu obtiens tout ce que tu veux. J'obtiens justice. J'obtiens la liberté d'un mariage fondé sur des mensonges. Je garde la vie que j'ai travaillé dur pour construire au lieu de regarder François la voler petit à petit. Je me suis arrêté, considérant mes prochains mots attentivement. Mais je ne récupère pas ma sœur. Je ne peux plus faire confiance à ma famille comme avant. Je ne peux plus croire en l'éternité. Le visage d'Hélène se déforma. Mathilda. Je suis tellement désolé. Je sais que ça ne règle rien, mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je n'ai jamais voulu te blesser comme ça. Mais tu m'as blessé comme ça. Et quand tu as eu des chances de t'arrêter, de dire la vérité, de minimiser les dégâts, tu as choisi de mentir plus profondément et de me blesser davantage. J'ai adouci ma voix légèrement. Hélène, j'espère que tu obtiendras de l'aide. Une aide réelle. J'espère que tu comprendras pourquoi tu pensais qu'il était acceptable de détruire le mariage de ta sœur. J'espère que tu deviendras quelqu'un de mieux que ce que tu as été. Ça veut dire que peut-être un jour? Pourrions-nous peut-être? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Je ne sais pas si je serai jamais capable de te regarder sans voir cette trahison. Mais j'espère pour toi que tu deviendras quelqu'un qui vaut la peine d'être pardonné, même si je ne peux jamais le faire. Hélène hocha la tête, des larmes coulant à nouveau sur son visage. Je t'aime, Mathilda. Je sais que j'ai une façon terrible de le montrer, mais je t'aime. Je t'aime aussi, admis-je. C'est pourquoi cela fait si mal. Je me suis tourné pour partir. Puis je me suis arrêté. Hélène, le thérapeute que tu as mentionné, Dr Hendricks. Qu'en est-il d'elle? J'ai appelé son bureau hier. Il n'y a pas de Dr Hendricks exerçant dans cette ville. Il n'y en a jamais eu. Le visage d'Hélène devint blanc. Encore un mensonge, dis-je tristement. Même quand tu essayais de me convaincre que tu suivais une thérapie, tu mentais encore. Je l'ai laissé debout sur le parking et je suis allé à ma voiture, me sentant étrangement vide. La vengeance était complète. La vérité avait été révélée, et la justice avait été rendue. François perdrait sa réputation, son mariage et la plupart de ses biens. Hélène perdrait sa famille. Son mariage et son statut social. Mais alors que je conduisais loin du jardin de la rivière, j'ai réalisé que la vengeance, aussi parfaitement exécutée soit-elle, ne pouvait pas me rendre ce que j'avais vraiment perdu. Elle ne pouvait pas me rendre la capacité de faire entièrement confiance. Elle ne pouvait pas me rendre la sœur que j'avais perdue ni le mariage auquel j'avais cru. Mais alors que je me garais dans mon allée maintenant, grâce à l'accord prénuptial, j'ai réalisé que peut-être c'était normal. Peut-être que certaines pertes étaient destinées à nous enseigner qui nous étions vraiment, sous toutes nos hypothèses sur l'amour, la loyauté et la famille. Peut-être que certaines trahisons étaient destinées à nous libérer. Le soleil du matin traversait les fenêtres de mon salon nouvellement redécoré alors que je sirotais mon café et révisais les dossiers des patients pour la journée à venir. La maison semblait différente maintenant, plus légère d'une certaine manière malgré les souvenirs douloureux qu'elle contenait. J'avais gardé les bons éléments et remplacé tout ce qui me rappelait François et Hélène. Le canapé d'angle crème où je les avais trouvés avait disparu. Remplacé par un canapé en velours bleu qui m'appartenait entièrement. Les photos de mariage avaient été retirées et remplacées par des photos de ma remise de diplôme de médecine. Mes réussites. Mes amis. Les rosiers que François avait plantés avaient été arrachés et remplacés par un jardin que j'avais conçu moi-même. Mon téléphone vibra avec un SMS de Nathan. Café cet après-midi? J'ai des nouvelles. Bonnes ou mauvaises nouvelles? Répondis-je. Ça dépend de ta perspective. L'annonce de fiançailles d'Hélène est sortie ce matin. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Fiançailles avec qui? Quelqu'un qu'elle a rencontré à Portland. Apparemment, elle y a déménagé après que le travail de Seattle ait échoué. Ils sortent ensemble depuis 3 mois. 3 mois.
Hélène avait réussi à trouver une autre relation dans le temps qu'il fallait à la plupart des gens pour assimiler un traumatisme majeur. Certains schémas ne changent jamais. Comment tu te sens par rapport à ça? J'ai tapé en retour, soulagé. Honnêtement. Cela signifie qu'elle est officiellement le problème de quelqu'un d'autre maintenant. J'ai ri malgré moi. Nathan avait développé un humour sombre depuis le début de notre procédure de divorce. Cela lui allait bien. Café à 15 heures. Café Brewster. Parfait. À tout à l'heure. J'ai posé mon téléphone et j'ai continué à réviser mes dossiers. Mais mon esprit s'est égaré sur les événements des 6 derniers mois. Le divorce avait été finalisé en moins de 8 semaines grâce à l'empressement de François à éviter tout examen public supplémentaire. Il avait essayé de contester l'accord prénuptial. Mais la preuve de sa planification continue de liaison avait rendu sa position intenable. Il avait déménagé à Seattle seul, acceptant le poste qu'il pensait être notre nouveau départ. Selon des amis communs, il avait des difficultés professionnelles et personnelles. Sa réputation l'avait suivi à travers le pays, et le groupe Morrison révisait apparemment son offre de partenariat. Hélène avait essayé de le suivre, comme Nathan et moi l'avions prédit. Mais François, confronté à la réalité de l'exposition publique et des conséquences professionnelles, avait clairement indiqué que leur relation était terminée. Elle avait passé 2 semaines à Seattle à essayer de le convaincre du contraire avant d'accepter finalement qu'il avait bien dit ce qu'il avait dit dans ses messages à son partenaire commercial. Elle n'avait jamais été le genre d'épouse pour lui. Elle avait été une distraction pratique qui était devenue un passif gênant. L'ironie était parfaite. Mon cabinet avait prospéré dans les mois qui ont suivi la cérémonie. Loin de nuire à ma réputation. La révélation de la trahison de François avait suscité la sympathie et le respect de mes collègues et de mes patients. Ils me voyaient comme quelqu'un qui avait géré une situation impossible avec dignité et intelligence. J'ai été invité à parler lors de conférences sur la résilience dans la profession médicale. Et ma charge de patient a augmenté à mesure que la rumeur se répandait sur mon approche de la guérison des traumatismes. Il s'est avéré que survivre à la trahison publiquement m'avait rendu plus accessible et plus digne de confiance, pas moins. La sonnette retentit, interrompant mes pensées. Je n'attendais personne. Et j'étais devenue méfiante à l'égard des visiteurs inattendus depuis la cérémonie. Trop de journalistes et de voisins curieux avaient essayé d'obtenir des interviews dans l'immédiat. À travers le Judas, j'ai vu un livreur tenant un grand bouquet de fleurs. J'ai ouvert la porte avec prudence. Docteur Mathilda Morrison. Oui, ce sont pour vous. Il m'a tendu le bouquet et a attendu que je signe. Après son départ, j'ai examiné les fleurs. Des marges blanches mélangées à des roses jaunes, ma combinaison préférée. La carte était simple. Pour un nouveau départ. Un ami. Pas de signature, pas d'adresse de retour. J'ai cherché des indices dans le bouquet, mais je n'ai rien trouvé. En arrangeant les fleurs dans un vase. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Quelqu'un, peut-être Nathan, peut-être l'un de mes collègues, peut-être même un patient reconnaissant, avait pensé à égayer ma journée avec des fleurs qui reflétaient réellement mes préférences. C'était un petit geste, mais il semblait significatif. Après des mois à être défini par la trahison et la vengeance, quelqu'un me voyait comme digne de simple gentillesse. Mon téléphone a sonné, affichant un numéro inconnu. J'ai répondu prudemment. Docteur Morrison, ici Jennifer Walsh de Seattle General Hospital. Je sais que c'est inattendu, mais nous avons une nouvelle ouverture de poste dans notre département de traumatologie. Et votre nom nous a été hautement recommandé. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Je suis désolé, qui m'a recommandé? En fait, c'est le docteur Willa Hendricks. Elle a assisté à votre présentation lors de la conférence médicale le mois dernier et a été très impressionnée par votre travail. Le docteur Rhys. La thérapeute qu'Hélène prétendait voir et qui n'existait pas dans notre ville, existait apparemment à Seattle. Le docteur Rhys a suggéré que vous pourriez être intéressé par un changement de décor, continua Jennifer. Nous recherchons quelqu'un avec votre expertise en rétablissement de traumatisme. Et franchement, nous sommes prêts à offrir un package très compétitif pour trouver la bonne personne. J'ai regardé autour de moi mon salon nouvellement redécoré. Pensant à la vie que j'avais reconstruite ici et aux souvenirs, bons et mauvais, qui me liaient à cet endroit. Pouvez-vous m'envoyer les détails? J'ai entendu ma propre voix dire. J'aimerais examiner le poste.
Absolument. Je vous enverrai tout par email cet après-midi. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le silence de ma maison. Considérant la possibilité de recommencer quelque part de nouveau, pas en fuyant mon passé, mais en choisissant mon avenir selon mes propres termes. L'ironie ne m'avait pas échappé. François avait voulu m'emmener à Seattle dans le cadre de son plan d'évasion, de son nouveau départ construit sur la tromperie. Maintenant, on m'offrait la chance d'y aller par mes propres mérites. Avec mes propres objectifs, en portant ma propre vérité. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé Nathan au café Brewster, la même table d'angle où nous avions planifié notre enquête il y a 6 mois. « Tu as l'air différent », dit-il en s'asseyant. « Bon, différent, paisible. J'ai reçu une offre d'emploi aujourd'hui à Seattle. » Les sourcils de Nathan se haussèrent. Seattle. C'est ironique. Oui, mais aussi potentiellement parfait. Je lui ai parlé de l'appel de Jennifer Walsh, de la recommandation du docteur Hendrick. De l'opportunité de construire quelque chose d'entièrement nouveau. Et votre cabinet ici? Je pourrais le vendre au docteur Martinez. Elle voulait s'agrandir. Et elle comprend ma charge de patient. Il serait entre de bonnes mains. Nathan resta silencieux un moment, assimilant. Tu t'enfuis? Non, dis-je sans hésitation. Il y a 6 mois. Je l'aurais fait. Mais il ne s'agit pas d'échapper à ce qui s'est passé ici. Il s'agit de choisir ce qui se passe ensuite. Et François, il est toujours à Seattle, présumément. Seattle est une grande ville. Et même si nous nous croisons, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui a détruit notre mariage. C'est lui qui doit vivre avec les conséquences de ses choix. Je ne vais pas limiter mes opportunités à cause de sa présence. Nathan sourit. Tu as vraiment changé. Nous avons tous les deux changé. Il y a 6 mois. Nous étions tous les deux victimes des choix des autres. Maintenant, nous faisons nos propres choix. En parlant de choix, Nathan sortit son téléphone et me montra une photo. Nathan était avec une femme de notre âge, tous deux riant de quelque chose hors champ. Elle avait des yeux doux et un sourire sincère. Et Nathan avait l'air plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années. Elle s'appelle Amanda. C'est une bibliothécaire dans le lycée où j'enseigne. Elle n'a jamais été mariée. Ne s'intéresse pas au drame, et pense que mon ex-femme est une sociopathe. Je l'aime déjà. Elle veut te rencontrer avant que tu ne déménages potentiellement à l'autre bout du pays. Elle dit que quiconque m'a aidé à survivre à Hélène mérite son respect et sa gratitude. Nous avons parlé pendant 1 heure encore de nouveaux commencements. Des façons étranges dont la vie pouvait surprendre, de la différence entre la guérison et la vengeance. Alors que je rentrais chez moi, j'ai pensé aux fleurs qui attendaient sur ma table de cuisine. À l'offre d'emploi qui représentait la possibilité plutôt que l'évasion, à la nouvelle relation de Nathan et à la paix que j'avais trouvée dans la solitude. François et Hélène pensaient qu'ils écrivaient l'histoire de ma vie quand ils ont décidé de me trahir. Ils m'avaient dépeinte comme l'obstacle à leur bonheur, le problème à résoudre. La victime de leur grande histoire d'amour. Mais ils avaient oublié que j'étais le protagoniste de ma propre histoire. Et les protagonistes ne restent pas vaincus. Ils s'adaptent, ils surmontent. Et ils écrivent leur propre fin. 3 semaines plus tard, j'ai accepté le poste à Seattle General. Pas parce que je fuyais mon passé, mais parce que je courais vers mon avenir. Alors que je rangeais mes dernières affaires, j'ai trouvé l'enveloppe en manille qui contenait les papiers du divorce de François. À l'intérieur, caché derrière les documents juridiques, se trouvait la lettre manuscrite que j'avais écrite à moi-même la nuit où j'avais découvert leur liaison. La nuit où j'avais planifié ma vengeance dans ma chambre d'hôtel. Chère future Mathilda. Commençait-elle. Au moment où tu liras ceci, tu sauras si la justice valait la peine de la douleur qu'il a fallu pour l'obtenir. Tu sauras si reconstruire était plus difficile que détruire. Tu sauras qui tu es quand tout ce que tu pensais savoir sur toi-même aura été arraché. J'espère que tu es fier de la femme que tu es devenue. J'espère que tu as choisi la vérité plutôt que le confort, la force plutôt que l'amertume, et l'espoir plutôt que la vengeance. Mais surtout, j'espère que tu t'es choisi. Avec amour. Votre passé Mathilda. PS, n'oubliez pas de nourrir les marges. J'ai souri, me souvenant de la femme qui avait écrit ces mots dans son heure la plus sombre. Elle était brisée mais pas vaincue. Trahie, mais pas détruite. C'était moi à mon point le plus bas, planifiant mon retour.
J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai placée dans ma valise. Un rappel du chemin parcouru depuis cette chambre d'hôtel jusqu'à ce nouveau commencement. Dehors, un camion de déménagement attendait pour transporter mes affaires vers leur nouvelle maison. À l'intérieur, ma maison vide résonnait de souvenirs de douleur et de triomphe. Alors que je verrouillais la porte pour la dernière fois, j'ai murmuré un merci à la femme que j'avais été et une promesse à la femme que je devenais. Puis je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit vers ce qui allait arriver ensuite. Ne portant rien avec moi sauf la vérité, ma sagesse durement gagnée, et la certitude absolue que je ne laisserai plus jamais personne d'autre écrire l'histoire de ma vie. Dans le rétroviseur, j'ai regardé ma vieille vie disparaître au coin d'une rue. Dans le pare-brise devant moi, j'ai vu le reste de mon histoire attendre d'être écrit. Et pour la première fois depuis bien plus longtemps que je ne m'en souvenais, j'avais hâte de voir comment cela se terminerait.